Ah, sinon, vous vous Non, flinguez tous les samedis matins comme ça ouais, à, c'est à ça, dire. c'est tous les C'est- samedis c'est- matins, ouais. c'est le principe, ouais. C'est un podcast, on essaie de faire un podcast d'avance. Bon, quand c'est un Ouais, miracle, quand il y en a deux d'avance, parce que bon, il y en a toujours un samedi où tu vois, tu vas devoir aller travailler, ou je sais pas, il y a quelque chose de ouais, prévu, la famille, la ouais. copine qui veut faire une activité qui change d'habitude, bref, faut faire des concessions. Euh, donc non, non, on fait toujours un podcast le samedi. Au début, on avait fait le créneau du Ouais. mercredi soir, mais c'était ingérable en fait. Ah ouais. Donc, puis t'es éclaté au bout d'un moment. Ouais. 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 En fait, Jean s'est aperçu qu'il commençait à vraiment travailler à partir du moment où il a repris la miroiterie. Parce qu'en fait, avant, il était à 3 heures par jour. Ah oui, oui, oui. Alors, Mais tu y foiré. bossais déjà hein, à la miroiterie, c'est ça? Avant de la reprendre, Ouais, ouais, t'étais... je bossais D'accord. déjà, mais Ouais, c'était pas le même train de vie, quoi. C'était plus chill. Honnêtement, ouais, bah oui, oui. je travaillais, mais sans trop travailler. Mais là, je me suis mis à bosser, là. J'ai rattrapé, en 2 mois et demi, j'ai Ah, rattrapé les 3 ans et demi de ouais, tranquillité. c'est le karma. Hein. Ouais, c'est C'est la ça, je te jure. sanction. C'est ça, c'est la sanction. Donc non, là, je m'octroie une semaine, ouais, une petite semaine de vacances. Bah, je vais descendre avec mon frère. Là, je vais descendre 4 jours voir le Hugo. D'accord. Et, euh, et après, on va faire la route des vins. Tu sais, Chablis, Chalon-sur-Saône. Ah, vous êtes Parce que fou, quoi. c'est sympa, Beaune, Ah tout là ça. moi, j'ai plus le foie pour faire ça. Mais nous, justement, il est en préparation encore, il est tout neuf. Donc, non, Euh, non, on va faire, pour essayer de créer notre petite cave à vin ok. personnalisée, on va dire. Ouais, surtout pour aller aux dégustations. Si jamais vous Ouais, passez dans le surtout. sud-est, moi je suis pas loin d'Aix, vous mettez un petit message, ou on se retrouve quelque part, on boit un coup, ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Aix-en-Provence, ouais, c'est pas prévu, mais à l'occasion, Je suis carrément. à, pas Aix, je suis à 30 minutes au nord, mais je veux dire, Ouais, ouais. si t'es sur quoi que ce soit entre le triangle Alpes du Sud, Toulon, Montpellier, bon, c'est quelque chose où je peux me déplacer en moins d'une heure, tu vois. Vous n'hésitez pas, vous Hmm, faites ok. signe, on boit un verre. Voilà. Ouais, sympa, Carrément, ouais. carrément. Et tu passes sur Paris des fois? Rarement, je suis monté, Rarement. je me rappelle, ouais, j'avais fait mes études à Paris, évidemment. Ouais. J'ai fait une école qui s'appelle les Arts et Métiers, je sais pas si vous connaissez. Oui, bien Ouais, sûr. c'est dans. Alors, l'école, je sais pas, mais c'est l'arène métro, là, le musée des Arts et Métiers, il est dans le troisième. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Et elle ça. est là, Je... l'école? Elle est. Je me rappelle plus où elle est Ouais. exactement, s'il n'y a pas un faux ami au niveau du nom du métro, mais il y a une. Ok. Je crois même qu'il y a une rue Arts et Métiers. Bah, enfin, elle est Ouais, à Ouais. c'est ratable. possible. Elle est Mais il est quelque sympa Ouais. part ce où elle est Ouais. quartier. Ouais. Ratable. Et ouais, on avait loué une maison à Bourg-la-Reine. Grosse erreur de monter à Paris et de se mettre en banlieue. Hein, ça, c'était con parce que je savais pas, tu vois, moi je T'as montais tous de... les inconvénients. Ouais, exactement, mais moi je venais de la province, je connaissais pas l'histoire, tu vois. Euh, et donc mais on pompait de la fonte avec mon pote dans le sous-sol de la maison à Bourg-la-Reine, 9-2 représente, on était bon quoi. Sympa, Voilà. sympa. Mais bon, je me rappelle qu'il faisait très froid. Hein. J'ai une photo de moi, la première fois où on sort, les temps ont changé. Hein. C'était Roland Garros, et on fait un barbecue dehors, et j'ai doudoune et bonnet. Et on n'avait pas vu le soleil. Je pense que c'était une année particulièrement froide, tu vois, donc je n'avais pas du tout profité. Donc bref, entre la météo qui était pourrie sur le semestre où j'étais là-bas et la vie en banlieue, bah, j'ai pas trop profité de Paris, quoi. Après, maintenant, bah, j'y monte un week-end de temps en temps, mais pour d'autres raisons, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Ok, sympa. Bon, et toi, Hugo, tu reviendras pas sur Paris? Non, 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 moi je reviendrai pas sur Paris à plein temps, ça c'est sûr. Mais non, mais je monte souvent, moi, sur Paris à peu près tous les mois, tous les 2 mois. Là, on va Ouais. essayer de prévoir une petite rencontre abonnée en septembre. Ah, bonne idée, ouais. Euh, ouais, la Sur dernière fois qu'on Paname? avait fait ça, c'était sympa, ouais. Ok. Ouais, bah Ah, c'était l'avantage très c'est sympa. que il y a pas mal de gens qui nous suivent qui sont de la région Île-de-France. Ah, oui, oui, ça c'est sûr que... Et en plus de ça, bah toutes les grandes villes à côté, les gens peuvent venir assez facilement, donc Oui, oui, non, bah, ouais, c'est je pense l'idéal, qu'on va le ouais. refaire sur Paris, ouais. Eh ben, comment ça va se passer? Tu fais une annonce dans ton Discord ou sur ton site? Ouais, c'est ça. On avait fait la dernière fois, on avait fait l'annonce en podcast, plus on avait envoyé un mail de Ou Google. mémoire. Ouais, un Google Euh, Drive. Non, ouais, on avait fait un Google. sondage Google Drive Ouais. pour savoir le nombre de participants et on avait réservé un bar. Ok. Mais le bar, c'était pas terrible parce qu'en fait, il y avait trop de musique, donc on s'entendait pas assez parler. D'accord.
Donc là, si on le refait, je pense qu'on va essayer de voir pour un hôtel ou un truc comme ça. Souvent, dans les bars d'hôtel, c'est plus calme. Oui, bon, et même ils doivent faire des accueils conférences ou des trucs comme ça. Bon, Ouais, faut c'est pas que ça possible. passe Ouais, c'est en ça. conférence PowerPoint assis sur une chaise, mais Ah Je te non. jure, séminaire, le gestion des séminaire, risques. le séminaire IQ Invest, Costard L'enfer. 1990, politesse. Mais oui, écoute, je regarderai ça. Si sur le créneau où vous le faites, bon, en semaine, ça sera peut-être un peu compliqué, quoique. Et sinon, ouais, Carrément. je, je regarderai de monter, ça serait avec plaisir. Et puis, ouais, bah, potentiellement, je relais même de mon côté s'il y en a qui sont de mon côté qui veulent venir. On peut peut-être faire un À Aix, truc ouais. groupé. Ouais, voilà. Carrément. Ouais, carrément, avec Je plaisir. sais qu'on avait eu quelques demandes pour faire une rencontre sur Marseille aussi. D'accord. Bon, je t'avoue que c'est pas spécialement la ville que je préfère, Tu vas te faire des ennemis là. Non, mais à mais côté de pourquoi pas, Paris, ouais. en général, c'est l'ennemi intime. Marseille-Paris, c'est toujours. C'est clair. Bon, après, je me considère pas du tout comme parisien, mais D'accord. non, Ah. non. Bon, et toi, du coup, la chaîne, ça avance bien, là? J'ai vu que Écoute, tu sors pas mal de vidéos en ce moment, là. La dernière, elle est top, là, sur les 4 fantastiques. Tu m'as bien fait rire, là. alors la dernière fois qu'on s'est vu, si je dis pas de bêtises, je venais de faire une vidéo sur Blanche-Neige. Ouais, je crois, ouais. Là, vous me réinvitez pour parler de bourse hardcore et je viens de faire une vidéo effectivement sur les 4 Fantastiques et Superman. Donc je sais pas ce que je fais là en fait, hein, je comprends pas pourquoi. Non, mais Ouais, t'as non, mais toujours le podcast la des dernière fois était bons. vraiment sympa, donc on s'est dit, bah, autant remettre Euh, ça. En plus, là, t'avais même sorti la vidéo avec Apple, ou même Mm. oui, l'empire des films pour adultes, là, ça m'avait bien fait rire. à Ah l'Empire du oui, oui, porno. oui. Ouais. Mais oui, ça c'était top. Ah, je Bah savais pas écoute, que c'était une boîte qui contrôlait tout comme ça, ah c'est ouais, dingue. c'est fou, hein. Tu as vu ça? Ouais, Bon, c'est les principaux, hein, pas tous, parce que t'as une infinité sur ce oui, sujet-là, c'est mais clair. messieurs, mais ouais, c'était une espèce de monopole délirant sur ce sujet-là, mais pas coté en bourse. Alors j'ai Philippe Lucchesi, je sais pas si tu connais Finance Ouais, Academy. ouais, Non, je très connais pas. intéressant même. Ouais, ouais, je suis un peu en contact avec lui, léger, on s'est échangé 2 3 messages, il suit ma chaîne, je vais souvent voir ce qu'il fait. Et lui, il m'a trouvé les boîtes cotées dans le porno. Il me les a envoyées. Parce que vraiment, je cherchais, c'était fou que ça soit pas coté, quoi, tu vois. Vraiment rien Ouais, du tout. Mais non, effectivement, ça existe. Mais ok. après, je crois que le principal qui gérait ça, il était en Allemagne et ça a fermé il y a 10 ans, où c'est sorti de la cotation. Enfin, voilà, Hmm. quoi. Mais la Je veux chaîne, pas écoute, rentrer dans les critères ESG. ça souffle. Ah ouais, non, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans les critères ESG. La chaîne, elle est, si tu veux, un de mes objectifs principaux, parce qu'on a tous des objectifs, et moi, c'était de faire en sorte de garder l'autorité en termes de figure admirable vis-à-vis de mon fils, qui un jour aurait 14 ans. Et je voulais avoir 100 000 abos avant que ça soit le cas, et ça ne sera pas le cas parce qu'il aura 14 ans en janvier prochain. Donc papa sera pas un youtubeur accompli Bon, ça au va, t'as déjà moment. plus de 30 000 abonnés, je crois, c'est bien. J'arrive, Tu ouais, je m'étonnes. flirte avec les 30, mais ça. Après, je te dis, c'est très fragile. Je sais pas, enfin, quand je faisais du pur bourse, vraiment à l'époque, hein, je sais pas si vous aviez vu à l'époque. Si toi, Hmm. Hugo, tu m'avais dit que tu étais déjà tombé sur Non. ma chaîne il y a longtemps. Ouais, ouais, ouais. Je me sentais très fragile, mais là encore, tu vois, sur les 30 000 abos, bon, il y a des vidéos, putain, quand je sors 3000 vues, ça me fait chier, quoi, tu vois. Je pensais que Ouais. j'avais atteint un palier où je pouvais sortir 10 000 en récurrent, un tiers des abonnés, tu vois ce que je veux dire, en proportion. Normalement, tu as Hmm. à peu près un quart, un tiers. Putain, des fois, je fais un dixième, ça me fait chier, quoi. Donc, c'est fragile, en fait, hein, mais ça, vous le savez aussi. Après, moi, je suis très... t'imagines, les gars qui me suivaient au début, ils doivent se dire, c'est quoi cette chaîne, vu ce que c'est devenu, tu vois. Non, parce qu'en vrai, je trouve que t'as toujours un côté lié à la bourse. Tu vois, quand tu parles Oui, d'Apple, de Disney, de Google, au final, c'est c'est les fondamentaux. ouais, exactement. Tu parles toujours des fondamentaux des entreprises. Puis même Hollywood. Alors, tu tires beaucoup sur Hollywood, c'est très drôle. Mais voilà, ça touche à pas mal de boîtes aussi, à Disney, à Warner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À Ouais. Netflix aussi quelque part, et Ouais. un peu dedans aussi. Amazon techniquement, donc.
Oui, tout à fait. Et puis, tu as quand même la dimension où, c'est un peu ce que je dis dans l'introduction de la vidéo, pour un petit peu poser le problème. C'est que mine de rien, quand tu fais de l'investissement classique, tu as tous ces histoires d'avantages compétitifs. Mm. Et il y en a les plus compréhensibles, les plus courants, les plus connus. Ça relève du monopole, ou donc le monopole classique, hein, monopole naturel. Tu as le pont, le tunnel que tout le monde doit emprunter, et tu peux fixer tes prix vis-à-vis de la capacité à taper sur la gueule des gens, tu vois. Mm. Et du coup, tu te retrouves dans ces rapports de force où tout le monde essaye de gratter sur le bénéfice du monopole pour bouffer. Et ça va de l'actionnaire à l'État, aux employés qui montent des syndicats, etc., etc. Et tous ces monopoles sont en fait, ils sont un poil trop évidents. Après, tu peux te dériver au pseudo-monopole, business sous licence, brevet, tout ce genre de choses qui viennent sécuriser ton business, parce qu'en gros, il y a de la légalité, quoi. Et à nouveau, ça présente tous ces désavantages. Et bon, après, tu as le fameux effet de réseau, etc., etc. Et en fait, si tu regardes un truc, surtout côté Buffett et Charlie Munger, ces monopoles-là, ils sont souvent fragiles, sauf l'effet de réseau. Parce que du coup, tu as l'État au milieu, tu as la régulation, ou tu as des histoires de brevets à renouveler. Enfin, tu as tout un tas de sujets qui font que c'est fragile. Et ensuite, tu as la catégorie des monopoles qui relève du consumer behavior. Donc ça, c'est le bouquin que j'ai lu cet été. Je ne l'ai pas fini. Ok. Ça s'appelle Consumer Behavior de machin Oyer. Je sais plus comment il s'appelle le gars, mais enfin C'est en anglais? Ouais. Mais c'est la bible, c'est la bible du marketing. Euh, c'est la bible du Consumer marketing universitaire, quoi. Le behavior. bouquin il fait 500 pages et puis chaque chapitre ça te renvoie vers 200 études. Michael Solomon? Alors il y en a deux. Salomon, il paraît qu'il est un poil plus grand public, mais c'est ça. Et il y en a un autre de Hoyer, Oui, je le vois Hoyer. pas. Je vois pas du tout. Consumer behavior. Ouais. Bon, je vous enverrai le lien, on mettra en description de la vidéo, je le retrouverai. Ouais, parce que je veux l'ajouter. Ah, Wayne Oyer, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Oh, c'est un ok, peu je la l'ajoute Bible. à ma liste Amazon qui commence à être beaucoup trop longue, mais Voilà. Il va peut-être falloir lire un jour. c'est clair. Et donc la partie super intéressante dans le consumer behavior, c'est de basculer sur les mottes, les mottes plutôt Coca-Cola, quoi. C'est-à-dire durabilité de la marque, et c'est vraiment le choix du consommateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné où le client va faire un choix, ça relève de la convenance, c'est-à-dire le plus facile, le plus immédiat, le plus évident. Ça, tu l'as beaucoup avec les grandes surfaces. Le mec a Ouais. fondé Ouais, c'est ça. Auchan. Tu vois, je Ouais. pensais à Bic. Oui. Bic, quand tu veux un Qui... stylo, tu penses tout de suite au Bic, tu vois. Voilà. Et donc, dans ce bouquin, il t'explique tous les mécanismes que les marketeurs essayent de mettre en place pour que les clients s'habituent à penser à une marque en premier quand ils veulent faire un acte d'achat, tu vois. Et tout cela, tout le mode qui est autour du consumer behavior, euh, en gros, lui, il est plus subtil à juger et à comprendre, mais l'État ne peut pas le réguler. Voilà. Donc, il peut réguler le tabac parce qu'il y a l'addiction, et donc interdire la publicité. Mais après, tous les produits qui n'ont pas un problème sanitaire, tu as assez peu de régulation. Tu es dans tous ces business où du coup, t'as pas dans ces business-là, le pognon revient beaucoup plus aux actionnaires. Parce que c'est tellement moins évident que les monopoles où tout le monde veut grailler autour du monopole que moi je trouve ça plus sympa. Et puis voilà, tu as des dizaines de mécaniques psychologiques qui font qu'à la fin, Coca-Cola construit sa marque et la marque occupe l'esprit des gens et ça devient le réflexe de choix quoi qu'il arrive. Mais pour plein de mécaniques, parce que autant c'est la préférence, souvent on croit que c'est la préférence, puis des fois tu as des petits mécanismes qui sont expliqués dans le bouquin qui relèvent de l'instant et de la... en gros, tu es au restaurant, le serveur arrive, tu étais en train de parler, et là il dit qu'est-ce que vous voulez un apéritif?
et tout le monde, par politesse, veut un petit peu commander assez vite, tu vois. Ouais. Donc t'as un effet, j'ai pas le temps de réfléchir, donc ton cerveau va sur ce que tu connais pour ne pas embêter les gens, tu vois. Donc t'as énormément de mécanismes à connaître, à apprendre là-dedans, qui deviennent des mécanismes d'analyse de mode. Tout ça pour en arriver à Hollywood. Donc évidemment, donc quand je dis Hollywood, donc ce qu'il faut savoir, c'est quand même que Hollywood, c'est la machine studio de cinéma, mais tous les grands studios sont aussi propriétaires des mass médias, des journaux, Ouais. des chaînes de télé locales. Et donc quand même, si tu veux, c'est quand même le creuset et la fabrique initiale de tout ce qui est le marketing et de tout ce qui fait que les marques américaines sont connues, vendent partout dans le monde. T'as pas Coca-Cola sans Hollywood, quoi. Coca-Cola, c'est l'armée américaine et Hollywood, parce que dans les années 40, Coca-Cola se mondialise parce que l'armée américaine, qui elle-même se mondialise après la Seconde Guerre mondiale en mettant des bases partout, a fait en sorte d'amener des Lucky Strike et du Coca-Cola à tous les GI partout dans le monde. Et puis ils se baladent et ils donnent du Coca. Enfin voilà, donc tu as un côté logistique assuré par l'armée américaine, puis tu as un côté image de marque et moat de consumer behavior qui est géré par Hollywood depuis 100 ans, quoi. Donc bon, après il y a un petit côté fun, après il y a un petit côté où dans mes vidéos, moi j'aime bien avoir de la matière pour le montage, donc là j'en trouve beaucoup. Mais voilà, pour moi c'est très important quand même de surveiller, en gros c'est surveiller Hollywood, c'est pareil pour moi quand tu surveilles un petit peu Zuckerberg, Meta et la gestion des réseaux sociaux par rapport au fait que c'est le nouveau biais de gestion du marketing et de la pub pour tout le monde. Donc je fais un peu l'aller-retour entre les deux, quoi. Carrément, mais d'ailleurs je sais pas si tu as vu cette stat, mais YouTube est devenu la première plateforme de télévision aux États-Unis, devant toutes les autres chaînes de télé, devant Netflix, devant Prime Video, devant la Fox. YouTube est la première plateforme de télé, je trouve ça incroyable. Bah, j'ai vendu Google. J'aurais pas dit. Vraiment monstrueux. Franchement, YouTube, je pourrais même plus m'en passer. Tu vois, tu peux pas regarder, genre tu te dis pas, vas-y, j'allume la TNT, je vais regarder, j'allais dire C8. Non, c'est mort, ça n'existe plus. Mais tu peux pas regarder même TF1, tu vois. Là, ma mère, elle me parlait, tu vois, il y a la nouvelle série de l'été. Regardable. Ouais. C'est la maxi daube. Tu vois, donc bah forcément. Et pourtant TF1 c'est coté, etc. Donc ils ont tout, ils doivent normalement créer quand même quelque chose de bien. Et en fait, je te rends compte que pas du tout. Ils peuvent pas en fait assurer autant que bah tu vois YouTube où YouTube n'a rien à faire en fait. Ce sont tous les créateurs qui se débrouillent, qui font leur truc. Tu vois, quand tu regardes un reportage, moi j'aime beaucoup les reportages sur l'histoire. Bon bah à partir du moment que tu as regardé tous les reportages sur Arte, tu vas sur YouTube, mais tu as tous ces reportages qui sont amplifiés, qui sont bien mieux parce que tu n'as pas l'aspect un peu politique d'Arte. Tu as plus un avis objectif, on va dire. Tu vois, c'est pas le roi il est mauvais, etc. Tu vois. Donc franchement, YouTube, puits de connaissances infini, gratuit sur tout ça aussi. Et t'as pas la redevance télé qui coûte les yeux de la tête. Alors gratuit, attention, parce que l'abonnement YouTube Premium, ils ont bien augmenté l'abonnement. Mais toi, t'es riche, tu l'as, mais moi, je l'ai pas. Moi. Alors, c'est pas moi qui le paye, c'est mon père. Mais tu mets à des blocs et on n'en parle plus. Non, il est passé. Mais sur la télé, tu peux pas, parce que moi, à chaque fois, en fait, je regarde YouTube sur la télé, sur la petite Apple TV là, et si t'as pas YouTube Premium, mais les pubs, c'est l'enfer. Tu tapes. Moi, je les enlève sur mes vidéos parce que je me dis c'est. T'imagines quand je fais des vidéos de 8 minutes, YouTube m'autorise à mettre 4 pubs au milieu, quoi. Tu peux avoir une pub toutes les minutes. Mais alors attention, parce que j'avais vu que comme quoi, si jamais t'enlèves totalement les pubs des vidéos, YouTube il te met quand même des pubs, mais il te rémunère pas. Ah bon?
Ouais. Je sais pas, En fait, il y a des pubs dans mes vidéos. Moi, je pense que j'ai le début et la fin, mais pas le milieu. Enfin, en tout cas, j'essaye d'enlever la coupure du c'est milieu. possible, mais j'avais entendu un gars qui disait ça, je sais plus sur quelle chaîne, mais D'accord. grosso modo, si tu veux avoir le moins de pubs possible, faut laisser activer les pubs et juste désactiver les mid-rolls. Donc juste Oui, désactiver les pubs au milieu de la vidéo en fait. c'est ça que je fais. Ouais. Non, mais c'est ce que Ok. je fais. Je monétise et je désactive les mid-rolls. Ouais. Ah ouais. Ouais, Ok. ouais. Ouais, je devrais pas parce que je gagne pas assez de sous, mais c'est comme vous, quoi. Enfin, je gagne ma vie C'est par vrai que ailleurs, ça, mais YouTube est pas rentable. Ça, c'est... ça Ouais, non, rapporte YouTube, rien, ça rapporte YouTube. rien du tout, c'est infernal. Non, non. Mais c'est là où tu vois l'avantage compétitif. Enfin, c'est là où pour moi l'avantage compétitif d'un YouTube est 1000 fois supérieur à celui d'un Netflix. C'est Certes, que ouais. Netflix, c'est eux qui doivent produire le contenu pour garder engagés les téléspectateurs, alors que YouTube, c'est les créateurs qui se battent pour produire le meilleur contenu, et Google, ils ont rien à faire, et c'est la sélection naturelle après qui opère au sein de YouTube, et tu te retrouves avec des productions, enfin quand tu regardes des documentaires, alors surtout aux États-Unis, maintenant tu regardes des vidéos américaines, mais la production c'est beaucoup mieux que la télé en fait. Le montage est nickel, tout est nickel, l'image, le son, c'est Ouais. incroyable. Alors sur Netflix, moi j'avais beaucoup suivi l'affaire. Je pense que j'en avais même touché un mot la dernière fois. Mais t'en as reparlé dans ta vidéo Les 4 Fantastiques, t'as lancé un Ouais, petit ouais. pic sur Netflix. Oui, non mais voilà. Alors Netflix, si tu veux, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Déjà, moi ce que je regrette avec YouTube, ça c'est point de vue culturo-sociétal. Avant avec la télé, alors déjà moi quand j'ai des gosses et qui vont sur YouTube, ça me fait chier. Pourtant, je sais faire en sorte qu'ils aillent pas voir n'importe quoi. Mais sur la télé, mine de rien, quand tu allumes la télé, donc c'est pas des principes éducatifs chez moi, mais la télé est pas interdite, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai que quand tu allumes la télé, tu tombes vite sur un reportage, ne serait-ce que RMC Story, là, ils vont chercher de l'or, ils rénovent une maison. Ah oui, ouais. Il Ah y a ouais, des les trucs. chaînes comme ça, là, c'est Les top. Voilà. transporteurs de l'extrême, là. Oui, et puis c'est quand même plus lent, c'est plus bon. Ou alors tu as un reportage sur la mer, les poissons, les bateaux. Puis moi, quand j'étais minot, tu rentrais de l'école et tu prenais ta tartine au Nutella à 4h30 devant la télé avant que les parents ils arrivent. T'avais C'est pas sorcier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc Ouais, il y avait c'est un vrai. côté où, franchement, quand il y a des choses qu'on a perdues, qu'on avait sur la télé classique, c'est quand même dommage. Bah alors Euh, maintenant, justement, le gars de C'est pas sorcier, il a une chaîne YouTube apparemment, Voilà. Ouais, et mais ça bon, cartonne, YouTube, ouais. c'est quand c'est des gamins qui choisissent, ils choisissent pas forcément ça, tu vois. Alors que nous, Ouais, t'attendais. mais à l'époque, enfin, à ton époque, il y avait C'est pas sorcier. Maintenant, à l'heure à laquelle tu viens, t'as la télé-réalité. Et là, c'est pas pareil, Ouais, hein. là, je suis d'accord. Non, mais ça vaut plus le coup. Mais je te dis ce qu'on a perdu, et t'as perdu aussi la notion de rendez-vous. Donc il y avait quand même un côté, ça a duré jusqu'à il y a pas longtemps, hein, parce que le dernier gros phénomène télé, c'était Game of Thrones. Mm. Je te parle de phénomène massif mondial, ou en tout cas dans le CDE. Ouais. Où là, les gens, ils avaient rendez-vous avec un truc, et puis le lendemain, au boulot, un tiers des gens parlaient de ça à la machine à café, tu vois. Donc, tu avais vraiment un événementiel très fort, et tu avais des choses qui intégraient le qui marquaient une époque. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus ça, tu vois. Alors, tu peux parler avec des gens, tu peux trouver des points. Alors, ouais, bon, déjà, nous, on parle de trucs, on est sur une ultra niche. Mais tu as un petit peu ça partout, parce que les gens, plus personne parle de la même chose, plus personne est synchro sur ce qu'ils regardent. Tu as plus ce côté fabrique culturelle de masse, qui avait quand Mm. même un côté où, voilà, à un moment donné, il y avait une tonalité où tout le monde était raccord sur un truc, tout le monde avait rendez-vous sur un truc, et où énormément de monde se retrouvait autour d'un sujet. Et maintenant, tout est éclaté, tout est fragmenté. Tout le monde est de son côté dans sa petite niche avec les personnes qu'il a envie de discuter sur un certain sujet. Bon, Ouais, les gens sont ça plus a beaucoup changé sélectifs. pour moi. Ouais, ouais. Les gens sont plus sélectifs parce que je pense qu'il y a beaucoup plus l'aspect. Avant, mine de rien, on a beau dire, je pense, mais tu vois, à l'époque de mes parents, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Tu Ouais. voulais aller voir quelqu'un,
pour lui parler, bah, tu sortais, t'allais sonner chez le voisin, et voilà, et donc t'appelais directement via le fixe chez la personne. Alors que maintenant, limite, t'as même pas besoin de sortir. Et malheureusement, là, pour le coup, t'as même pas besoin de sortir de chez toi. Tu l'appelles en FaceTime, tu lui racontes ta vie, etc. Donc à partir de là, bah, c'est comme, je discutais avec un poseur à la miroiterie, un vieux de la vieille, qui lui me disait, ouais, le dimanche, il fait le marché. Il fait le marché parce que il habite en banlieue parisienne et ça fait partie pour lui intégrante de sa vie parce que des gens qui vont pas au marché, ça veut dire qu'en gros, bah, tu habites au final dans une banlieue dortoir, hein. C'est vraiment le lieu de rencontre où tu vois, tu tâtes un peu comment la ville elle se passe, l'atmosphère, enfin comment est l'atmosphère dans ta ville, etc. Alors que maintenant, bah, tu vois, notre génération, elle va plus au marché. Elle va plus au marché, elle glande parce qu'elle a fait la maxi foire jusqu'à je sais pas quelle heure le samedi soir et le lendemain elle va pas au marché. Mais moi le premier, hein, je t'avouerai, je vais pas au marché. Mais c'était quelque chose, un événement, tu vois, qui Ah, moi, permettait mon de grand-père, c'était relier Facebook tout le le monde en marché. fait. Mm. Mais et d'ailleurs, même pas parce que tu dis la foire le samedi soir, mais en plus, les jeunes générations ne boivent plus. C'est ça qui est incroyable. C'est que quand tu regardes le taux de consommation Ouais. d'alcool chez les jeunes, ça s'effondre. Ouais. Ah, tu regardes l'action Alors, de Pernod Ricard, de Rémi Cointreau, ouais, tu te dis, en tout cas ils boivent pas pareil quoi. alors, j'étais en Corse en vacances. Euh, Et ils et boivent pas là-bas. non, non, non. Justement, j'aime bien les. Alors, pour ceux qui suivent, depuis tout à l'heure, moi, j'estime qu'on parle de bourse parce qu'on essaye de Ouais, carrément. trouver, on essaye de trouver les tendances ou les déclencheurs ou repérer des choses qui font que ça renforce ou ça contredit des avis qu'on pouvait avoir sur des entreprises. Donc, j'étais en Corse pour les vacances il y a 10 jours. Et à un moment donné, on a fait un resto ultra corse, le veau aux olives, les cannelloni au broche. Enfin, t'as Ah, compris, c'est trop. voilà. Évidemment, préparé maison, le resto à 30 ans et tout. Et donc, dans la carte, t'as le menu corse local, euh, écrit avec la manière corse. Et t'as deux choses en plus. Parce que les bières, c'est Pietra et Paolina. Et les Ouais. seules choses que tu avais à la carte qui étaient pas à Corse 100%, c'était Coca et Ricard. Et tu vois, moi, c'est les choses que je remarque. Et non seulement c'était des choses que tu retrouves, voilà, tu les retrouves partout. Donc après Ricard, tu le retrouves pas en Afrique, mais moi j'ai bossé 3 ans en Afrique. J'ai fait de la route, j'ai conduit un 4x4 avec une source nucléaire dans le dos là, pour aller de Pointe-Noire à un site de forage où je faisais un tir radio. Euh, et au milieu de la brousse, je m'arrêtais dans des boui-boui où il y avait marqué Coca-Cola. Tu vois. Enfin, bon, il y a des choses comme ça sur des marques, tu te retrouves marqué par. Enfin voilà, tu sais qu'il y a quelque chose de très profond dans le consumer behavior. Et sur Ricard, tu avais un autre truc que j'ai remarqué, et j'ai eu des échos aussi. Tu vois, j'ai 10 ans d'écart avec ma sœur, et pareil, elle me raconte un peu comment ça se passe dans sa génération, tu vois. Et ils consomment pas mal de Ricard pour une autre raison, c'est que c'est souvent le moins cher. Quand tu es à la carte, tu peux vite monter, je sais pas ce que ça donne sur Paname, mais une bière à Aix, tu montes vite à 8 euros de nos jours, tu vois. Alors Ouais, que à Aix. voilà. Ouais, à Ouais. Paris, t'es vite à 8-10 euros aussi, alors que le Ricard, tu l'as dans certains bars à 4,50, même 4 Voilà. euros parfois. Ouais, ouais, 3,50, entre 3,50 et 5,50 le Ricard. Exactement. Et en fait, c'est toujours rapport qualité-prix. Tu C'est sais que ça. si tu bois 6 Ricard, t'en auras pas eu pour trop trop cher et tu peux commencer un bon début de soirée, on va dire ça comme ça. Voilà. Euh, Donc, alors que si tu veux faire ça avec du vin, bon, faut lâcher 50 balles, quoi. non, c'était mort. Mm. Donc, si tu veux, le Ricard est récessif d'un point de vue consommation. Alors après, la bouteille de Ricard n'est pas Ricard, hein, parce que Ricard, c'est une galaxie d'alcool. Tu peux pas. Enfin, c'est comme Procter et Gamble, c'est pas Pampers qui fait tout, quoi. Mais bon, l'idée, c'est que si tu veux. Alors, moi, cette année, là, on est milieu de l'année. Et j'ai la chance d'avoir un petit peu marché sur l'eau depuis le début de l'année. Je te dis, j'ai fait que des choix à un timing incroyable.
j'ai acheté du SP500 le jour de la capitulation. Tu sais, quand ça s'était cassé la gueule. Le 7 avril? Le 7 Ah, le avril. 7 avril. Le lundi. Ouais. Il était top ce jour-là. Ah, écoute, Purée. alors, mon raisonnement était simple, c'est que sur un cassage de gueule à moins 15% des plus hauts, à partir du moment où tu arrives à moins 15%, les statistiques historiques t'expliquent que normalement tu récupères si ça continue de baisser, si ça va plus loin, si c'est 2008, si c'est 2001, une fois que tu as fait moins 15%, en général, ce creux-là, il revient en 4 ans. Alors que le creux depuis le top, ça peut mettre 15 ans, tu vois. Donc moi, le moins 15%, c'est vraiment un déclencheur où je mets ma première liasse de DCA, tu vois, un petit peu costaud, tu vois. Et bon, là, il s'avère que c'était le jour de la capitulation. Après, j'ai chopé LVMH, pareil, au plus bas, Combien LVMH? Il est remonté à 490, puis là, il a dû redescendre à 470 ou quelque chose comme Elle ça. est à 460 là, et au plus bas, je crois qu'elle était à 430, un truc comme ça. Ouais, j'ai dû le choper. Alors, j'en avais, donc c'était en DCA, c'était pas Ouais. C'est pas mon prix de revient final, mais le gros paquet que j'ai mis sur LVMH, c'était au bon moment. Tu crois à cette société? Parce que moi, personnellement, je l'ai en portefeuille. Ouais. Je l'ai en portefeuille. Et pour moi, ça va être la force tranquille. Ouais, Oui, elle va pas envoyer une croissance. C'est pas du ASML, c'est pas du, je sais pas, c'est pas du Netflix, mais c'est la force tranquille. C'est du luxe. Tout le monde veut du luxe. Les nouvelles générations veulent du luxe. Le luxe, ça fait rêver. Et le luxe, ça continuera de faire rêver. Et qui plus est, c'est du luxe accessible, tu vois. Alors qu'Hermès, c'est du vrai luxe, mais c'est inaccessible. Alors que les gens, pas les faux riches, mais ils achèteront pas Hermès parce qu'ils peuvent pas. Non, tu peux Et pas. ils se rabattront sur quoi? Ils se rabattront sur une des maisons d'LVMH. Pour moi, j'en suis persuadé. En tout cas, c'est ma thèse. Donc, je suis prêt à acheter une société qui est, en termes de croissance, moins excitante que Hermès ou Apple ou des entreprises tech, on va dire, au profil tech. Mais moi, personnellement, LVMH, j'y crois dur comme fer. Et c'est alors, de mes tu plus vois, grosses positions en portefeuille. Et je pense que ça va continuer comme ça, parce qu'en plus, elle arrive, tu vois, vers les 460 €. Il y a de très grandes chances pour qu'elle refasse partie encore un peu plus de mon portefeuille. Qui plus est, en plus, elle est bien gérée, il y a du skin in the game, etc. Il y a ce que tu veux. Donc, en tout cas, moi, c'est ma thèse d'investissement sur LVMH. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu, et je sais pas ce que vous en pensez, même Hugo. Enfin, je suis aligné, moi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu vois, moi, j'ai justement une petite anecdote de consumer behavior. C'est que hier, il y a ma copine qui me dit ouais, pour mes 25 ans, j'aimerais bien avoir un sac de luxe. Alors déjà, je lui dis ça m'étonne pas. Écoute, ça sert à rien déjà. Je vais pas t'offrir un sac de luxe pour tes 25 ans. Toi, t'es foutu, mon gars. Et elle me dit ouais, j'adore Hermès ou Chanel. Alors, aucune des deux marques déjà appartiennent à LVMH. Chanel, c'est indépendant. Hermès, c'est Hermès. Et je lui dis, ok, il n'y a pas d'autres marques que t'aimerais bien. J'essaye de tâter le terrain. Elle me dit non, Louis Vuitton, j'aime pas. Céline, je suis pas fan. Tu vois, et toutes les marques en fait qu'elle me citait dans la galaxie LVMH, elle aimait pas. Et les deux marques qui ont retenu son attention, c'est Hermès et Chanel. Certes, mais moi je connais énormément de gens à l'international, configuration professionnelle, personnelle. Tu vas en Russie, c'est LVMH. Le luxe à la française, à l'international, c'est LVMH qui est présent physiquement ailleurs et reconnu comme le luxe à la française par le consommateur classe moyenne supérieure, riche. Mais je comprends la remarque que tu as faite. Je la comprends parce qu'on sait tous que LVMH c'est en train de passer de luxe à haut de gamme. Ça oscille un peu entre une espèce de faux niveau Et je trouve qu'ils oscillent surtout dangereusement sur le terrain du bof, du nouveau riche. Tu vois. Voilà. Ouais, mais c'est celui qui consomme, tu vois, c'est celui qui, comment dire, qui va être le moteur d'avant. Tu vois, j'ai envie de te dire même pas, parce que si tu regardes les résultats d'Hermès,
elle fait beaucoup mieux d'LVMH, alors que Hermès, sa cible, c'est les ultra riches, c'est pas les nouveaux riches. Oui, Oui, mais Hermès, c'est monoproduit, c'est le cuir et les carrés Hermès, tu vois. Alors ouais. qu'LVMH, c'est du pinard, c'est tout ça. Hermès, Ouais, en vrai, voilà. C'est pas la ça même, c'est serait pas le même plus délire. logique de comparer Kering, ça serait plus logique de comparer Burberry avec Hermès et Kering avec LVMH, parce que il y en a deux sont un conglomérat, il y en a deux, ce sont une marque, un monoproduit limite. D'un côté, il Alors, y a le trench et d'un côté, il y a le sac, tu vois. et tu vois, Ouais. justement, j'écoutais un podcast sur Burberry, d'Américains qui avaient justement une thèse d'investissement sur Burberry, parce que pareil, comme Kering, elle s'est pété la gueule, elle est, je crois, à 10 Bah de ouais, PE, enfin, Burberry, c'est une c'est catastrophe. clair. Mm. Et en fait, ce qui a ruiné la marque Burberry, la perception de la marque, c'est que c'est une marque anglaise à la base très haut de gamme, tu vois, qui est portée par des gens qui s'habillent en costume, qui mettent des trench, enfin tout ça. Et en fait, dans les années 2000-2010, c'est une marque qui a commencé à être portée en masse par les racailles en Angleterre. Mm. Et ça a détruit l'image de marque Bah, de Lacoste, Burberry et exactement. Pas Et en fait, Lacoste, c'est c'est ce que j'allais tu dire. retrouves sur du Lacoste, mais c'est aussi ce que tu retrouves sur du Louis Vuitton quelque part. ça Oh commence. non, bah il y a quelle racaille? Oui, Bah, les sacoches Louis Vuitton. oui, d'accord, mais ça c'est depuis pas mal d'années, mais on va dire que c'est Ouais. pas. Non, mais dans le En luxe, fait, ce que le dit problème, Hugo, pardon, juste fait deux ouais, remarques. Les deux soucis du luxe, c'est ce que dit Hugo, c'est-à-dire, entre guillemets, la gestion de ton image de marque et la contrefaçon. Il faut que tu aies un avis sur ces deux sujets-là en permanence. Mais chez LVMH, ça reste un ETF intergalactique de 70 marques. S'ils en perdent une, bon, ils peuvent pas se permettre que ça soit Louis Vuitton. C'est Mais 40% du CA voilà, quand même, Louis Vuitton. voilà, donc faut pas que ça arrive sur Louis Vuitton, je suis d'accord. Mais vas-y, Jean, je t'en prie. non, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est là-dessus que je voulais parler. Dans le sens où Lacoste, etc., c'est Lacoste, enfin, ce sont leurs équipes qui sont complètement viandées sur l'image de la société. Mais tu vois, c'est pas les racailles qui se sont mis à porter Lacoste, c'est surtout Lacoste qui a pris bah, des gens comme Moala Squal, etc., en égérie et qui ont plombé la marque en quelques mois. LVMH en soi fait pas de d'impair au niveau de la Marketing. communication, justement. Ouais, du marketing. Quand tu regardes bah, les affiches, là, moi je suis sur Paris, donc je les vois tout le temps. En plus, à l'époque enfin, il y a tout le temps des pubs d'LVMH. Bah, ce sont des gens qui sont connus. Il y avait la gonzesse là, du mec qui jouait dans Spider-Man. Je sais plus comment elle s'appelle, la métisse là. Pour moi, c'est Kristen Dunst. Zendaya. Moi, je suis Voilà. Spider-Man, Tobey Maguire, les gars. C'est Ouais, Kristen C'est les meilleurs. Dunst. C'est les meilleurs. ouais, ouais. Après, il y Zendaya. avait Zendaya, il y avait tout ça. Ouais. Non, non, il y a Nathalie Portman aussi, je crois que pour Dior, le parfum Dior, il y a Johnny Depp pour. Non, c'est quand même, ils font pas n'importe quoi. C'est juste que c'est porté par des gens qui font n'importe quoi. Encore une fois, de nous, ce qu'on voit, donc c'est-à-dire les mecs qui se baladent aux Champs-Élysées, qui sont habillés comme des pignoufs avec une fausse sacoche. Mais si tu vas en Chine ou si tu vas dans des milieux un peu élitistes, ils ont du Louis Vuitton, des éditions limitées, c'est solide. Tu vois, le cœur de client de Louis Vuitton, c'est pas moi ou c'est pas ta copine. C'est comme si on me dit, tu vois, le Chinois qui va me dire, oh, j'adore la France, si je pouvais acheter une bouteille, j'achèterais du Bordeaux. Ouais, la Ouais, vérité, c'est que tu mais peux trouver un super cru dans le Bourgogne ou même dans Chablis ou même du Beaujolais, tu vois. Ou même chez moi, je fais du vin, hein, si vous voulez. J'en ai fait boire aux collègues hier soir. ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai quelques Pas vignes. mal. Je fais au Ah, moins top. 20 bouteilles par an. Sympa, Mais édition limitée alors. édition limitée, mais franchement, là, j'avais un collègue très aficionados hier soir. Il m'a dit, Pas mal. il a pas dit pas mal. Il a jamais dit un vrai compliment, mais il a systématiquement dit qu'il trouvait aucun défaut. Ah. Ça se défend. Ça se défend. Mais alors, alors, tu vois, Jean, vas-y, je t'en juste prie. désolé pour dire ce que tu disais, les Chinois consomment du LVMH. Le problème, c'est que quand tu regardes aujourd'hui, vraiment si on compare, parce que tu vois, Louis Vuitton, tu peux vraiment le comparer à Hermès. Pour le coup, c'est deux marques qui sont similaires. Je suis d'accord que LVMH, c'est plus gros que Louis Vuitton, mais c'est quand même 40% du chiffre d'affaires. Et si tu regardes croissance par région, genre Asie, H1, moins 9%. Voilà. Asie excluding Japan, LVMH, ils ont fait moins 9% en Asie excluding Japan, donc bon, majoritairement la Chine. Après, je crois que tu as eu un souci sur les spiritueux. Hermès, non, ils ont sur fait les taxes. 5%. Hermès, ils On ont fait parle plus 5% sur l'Asie.
Mais c'est pas On, les on parle que spiritueux qui d'L... flinguent les chiffres chez Ouais, LVMH? c'est ça. On parle que d'LVM Louis Vuitton ou on parle des Non, non, spiritueux LVMH au aussi? global, mais en fait, si tu Ah, regardes LVMH. Fashion and Leather Goods, Ouais. ils ont fait moins 7% au total. Ils ont fait moins 7% sur vin et spiritueux, moins 7% sur Fashion Leather Goods, donc bon, Louis Vuitton, 0% parfum cosmétique, 0% watch jewelry et plus 2% sur le selective retailing, donc grosso modo plus 2% sur Sephora. Alors, si vous voulez, moi je vous fais 2 remarques sur lesquelles j'ai reformaté mon cerveau ces 5 dernières années. C'est très important, faut apprendre toute sa vie. J'ai la caméra qui frise de temps en temps ou c'est que chez moi? Alors non, mais Non, c'est normal, c'est parce que c'est la visio, Ouais. mais après au record, ça frise pas. Ouais, j'espère, parce que si ça se trouve, c'est mon Camlink. Bon, peu importe. J'espère juste que ça saoule pas les gens, puis après, de toute façon, les gens, ils écoutent surtout Non, non, ça non, sur Spotify. sur l'enregistrement, c'est beaucoup plus fluide, c'est parce que là, c'est le mode preview. Alors, moi, si tu veux, je me suis viandé, donc déjà, je me la suis joué à investisseur long terme. Et en fait, ça, j'ai changé parce que je préfère aujourd'hui essayer de formater le cerveau pour m'appeler investisseur opportuniste. Parce que par exemple, sur cette histoire d'investissement long terme, moi, j'avais suivi l'effondrement de Meta. Dès le métaverse, j'avais fait une vidéo, j'avais dit, bon les gars, métaverse, vu ce qui va claquer en CAPEX, il y a 2 scénarios, soit ça monte à 500, soit ça descend à 100. Mais quand c'est descendu à 90, j'aurais dû acheter. Tu sais, la seule raison pour laquelle j'ai pas acheté, c'était parce que, oui, mais si j'achète à 80 ou 90, comme c'est pour que ça remonte à 300, tu es en train de faire un coup sur le moyen terme, et c'est pas toi, tu es un investisseur long terme. C'est ridicule, tu vois ce que je veux dire? En gros, si tu as une thèse qui tient la route et que tu as de l'argent gratuit par terre, si tu le fais en 2 ans et qu'après il faut revendre pour l'encaisser parce que tu penses que ça va pas plus haut, il faut y aller par opportunisme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand les boîtes Meta, c'est pour ça que je mentionne Meta et Zuckerberg qui a fait ça avec son métaverse. Apple, toi, tu as eu une théorie personnelle, Hugo, sur Apple, et tu vas comprendre où je veux en venir. Quand tu regardes le moat, l'avantage de la boîte, le moat en lui-même, on s'en fout, il faut qu'il existe, mais la question qui se pose, c'est sa fragilité. Donc, un brevet sur le GLP1, la molécule de Novo Nordisk, c'est un super moat, et Novo Nordisk s'envole. Mais sa fragilité, c'est la date de péremption du brevet. Et quand tu as Meta et Mark Zuckerberg qui fait son métaverse qui était vraiment ridicule à l'époque. Hein. J'ai 3 vidéos sur ma chaîne. Quand tu les regardes, tu te dis c'était vraiment scandaleux. Ah ouais, non, mais quand tu vois les vidéos de démo, c'était une catastrophe. Voilà. Mais aujourd'hui, Meta, c'est plus la même chose. Même Zuckerberg a fait un rebranding UFC et compagnie. Et donc, ce que j'ai noté, moi, de cette expérience-là personnelle, où j'ai quand même raté 100 000 balles, là, je vous le dis clair et net, en coup d'opportunité, ce que j'ai noté, moi, c'est que quand tu trouves un problème à une boîte, donc là, on en parle sur LVMH, tu en as parlé sur Apple, moi, je suis sorti de Google pour certaines raisons. Je pense que la question principale à se poser sur un problème de boîte, c'est la réversibilité. Et tu dois te dire, le problème me fait peur au point que je me casse, parce que c'est irréversible. Mais si c'est réversible par changement de management, c'est juste un manager qui n'a rien compris, et ça changera dans 5 ans, et la boîte peut survivre pendant 5 ans, etc. Pour moi, il faut y aller. Alors, ça, tu le trouves dans Coca-Cola. Le problème, c'est que, en gros, Coca-Cola, c'est ce qu'il fallait acheter entre 85 et 92. Voilà. Sauf que si nous 3 avions été en train de faire ce podcast en 1987, déjà, on aurait des vêtements fluo et on aurait peut-être conclu que Coca-Cola, c'était une boîte nulle. Pourquoi? Parce que à l'époque, ils avaient Columbia Pictures. Tu vois, on en revient à Hollywood. Coca-Cola avait investi dans les studios de cinéma parce qu'ils savaient que la présence à l'écran de leur marque était dominante. Ils avaient acheté de la bouffe. Ils faisaient de la bouffe ailleurs dans le monde. Ils faisaient des crevettes en Asie. Donc, c'était un peu plus comme des Pepsi, tu vois. Et surtout, ils ont fait le pire de toute l'histoire du marketing, qui était le New Coke, à savoir c'était si tard, je crois que c'était les 70 le New Coke. Peu importe, mais s'il l'avait fait dans les années 70 et qu'on en parlait en 88, on se serait dit non mais ils savent pas gérer leur marque ou la marque a pas de valeur, tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Alors qu'il l'avait fait juste parce que Pepsi avait commencé à réussir à faire du marketing qui expliquait que le Pepsi était meilleur que le Coca-Cola. Et donc, ils ont voulu faire une nouvelle recette pour rattraper le goût de Pepsi, alors qu'en fait, tout le monde s'en foutait parce que le choix Coca-Cola fonctionne sur d'autres principes de consumer behavior que je vous invite à découvrir dans le livre Consumer Behavior. Bon, bref, on en arrive à la fin de cette histoire. Donc, si tu veux, à l'époque, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un nouveau manager qui arrive et lui, il se met à sabrer les parties de business. Bah, c'est ce que font pas mal de managers qui reprennent des boîtes. Ils regardent parmi les segments de boîtes, ceux qui sont pas rentables, en fait, ils les sabrent, ils les vendent ou ils les ferment. Puis ils se reconcentrent sur le cœur de métier. Et puis les impairs qu'a fait Coca-Cola sur sa marque avec le New Coke, finalement, ils sont passés outre parce que la marque, telle qu'elle était perçue de manière originale, elle était suffisamment infusée pour qu'ils fassent machine arrière sur 5 ans. Et sincèrement, je te promets qu'à l'époque, j'aurais eu du mal à me dire que toutes les erreurs qu'avait faites Coca-Cola étaient réversibles. Pourtant, elles l'étaient, par la force même du produit principal qui est le Coca-Cola classique. Et Meta, pareil. Meta, le mec fait son métaverse, ça tombe en 80. En fait, tu t'en fous. Les cash flows, ils viennent d'Instagram, ils viennent de ci, ils viennent de là. Il suffisait juste de se dire, bon, le mec, il est pas fou, il va tenter sa chance de 3 ans. Puis s'il voit que ça marche pas, en claquant des doigts, il arrêtera. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tu as une réversibilité instantanée chez Meta. Chez Coca, c'était un peu plus long. Moi, je pense que une boîte comme LVMH qui commet les impairs qu'ils sont en train de commettre, une boîte comme Apple qui commet les impairs qu'ils sont en train de commettre sur leur design et leur changement de mood, pour moi, c'est réversible. Ouais. Alors, mais après, c'est ça qu'il faut débattre. C'est-à-dire que toi, peut-être Hugo, quand j'avais suivi ta vidéo, t'expliquais plutôt qu'une fois que tu avais perdu ça, dans la tech, tu l'avais plus. Mais c'est ça le sujet en fait. Si c'est réversible, il faut profiter de l'impair pour rentrer et en se disant c'est pas grave, c'est réversible. Mais si ton avis profond c'est qu'Apple peut pas redresser la barre parce que c'est une autre histoire qui est beaucoup plus profonde parce que tu connais ça, l'insight, la trouvaille, elle est là en fait pour moi. Bah, pour moi, Apple, c'est pas tant qu'ils ont fait un impair irréversible, parce que je pense qu'ils continueront à faire des ventes, Oui. ça c'est clair et net. Pour moi, le problème d'Apple, c'est que je pense pas que ce soit une boîte qui va surperformer le marché sur les 10 prochaines années. Ouais. Tu vois, je pense que Apple, et déjà ça en dit beaucoup, ça fait un bail qu'ils ont pas été top 1 niveau capitalisation. Tu vois, aujourd'hui, t'as du Nvidia, du Microsoft qui sont devant du Apple, alors qu'il y a quelques années, Apple était indétrônable, ils étaient toujours sur le top 1 indétrônable. Et je pense que Apple arrivera toujours à faire de la croissance, ça c'est clair. Mais je vois pas dans quel monde en fait Apple arrive à nous ressortir des années à 50% de croissance comme ils ont fait dans les années 2010 avec le lancement de l'iPhone, sachant que ils ont pas d'IA. Tout leur chiffre d'affaires quasiment dépend des iPhones. Alors oui, ils ont les services, mais c'est pas non plus mirobolant. Niveau MacBook, ils ont des croissances à 3-4% par an. Sur les iPads, ça dépend des années. Et globalement, leur Vision Pro, ça marche pas du tout. Et moi, je suis vraiment pas convaincu que le spatial computing, ce soit... je pense qu'à terme, on pourrait y arriver. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop loin pour se dire, dans 5 ans, Apple, ils vont nous sortir des lunettes de réalité augmentée comme dans Iron Man, tu vois. Certes. Je suis d'accord. Et Meta. surtout que, désolé, je te coupe, Apple ont balancé des milliards et des milliards de capex dans l'Apple Car, qui a été un fiasco total. Aujourd'hui, il y a pas mal de sources qui commencent à sortir, justement, parce qu'Apple a cette culture du secret vraiment très importante. Et déjà, à l'époque, au lancement de l'Apple Car, t'avais des mecs en interne chez Apple qui disaient « Non mais les gars, arrêtez avec l'Apple Car, faut qu'on se lance sur l'IA. » Ça va être ça l'avenir, faut qu'on améliore Siri, parce qu'en plus ils ont été précurseurs avec Siri, ils l'ont lancé en 2012, et depuis 2012 ça a toujours été pourri Siri. Ensuite Google est arrivé avec Google Home, ils ont fait bien mieux, Amazon avec Alexa, et déjà dès le début tout le monde disait faut qu'on se concentre sur Siri, faut qu'on arrête d'essayer de faire de l'Apple Car, et ils ont balancé je crois je sais plus combien de milliards, mais c'est un chiffre astronomique. Et en fait, ils ont perdu des années et des années de R&D, de développement. Ils ont embauché des ingénieurs. Ils avaient une équipe de plus de 1200 ingénieurs qui bossaient sur l'Apple Car à temps plein, qui a servi à rien. Et je sais pas,
Je Je vois suis mal. d'accord. Pour moi, l'ADN d'Apple, c'est de trouver le nouveau produit qui va remplacer le produit actuel. Alors, je crois Et que je pense qu'ils en sont plus capables. Je crois qu'il y a le concept du first to market et fit to market. C'est-à-dire le first to market, c'est le premier qui trouve la niche ou qui Ouais. crée le besoin. Et le fit to market, c'est celui qui le fait le mieux et le plus adapté aux gens. Mm. Apple a souvent combiné, même le téléphone, il y avait des digital assistantes. Moi, j'en avais un avant l'iPhone, j'avais un Ouais. digital assistant. J'étais un peu geek à 20 ans, tu vois. C'était merdique. Donc, ils partent jamais de zéro non plus. Mais c'est vrai qu'en général, c'est eux qui aboutissent le mieux le concept, le design qui le pousse très très loin et qui permettent en gros d'offrir aux gens ce qu'ils ne savaient même pas qu'ils en avaient besoin. Exactement. Et puis c'est dans leur slogan, tu vois. Leur phrase c'est Think Different. Donc Ouais. t'es censé avoir quelque chose de différent. Ouais. C'est pour ça que Apple, tous leurs câbles sont blancs, alors que tout le reste de l'industrie, les câbles sont noirs. C'est pour ça que les écouteurs Apple, tu les reconnais entre mille parce qu'ils sont blancs, alors que tous les autres sont noirs. C'est subtil. Et mais aujourd'hui, c'est le problème d'Apple, c'est que t'as l'impression qu'ils ont plus assez de couilles entre guillemets. Alors excuse-moi Ouais. pour le terme, mais ils ont plus assez de coronesse pour affirmer leur vision et ils essayent en fait de copier un peu tout le monde et de rattraper leur retard sur des features dont tout le monde s'en fout en fait. Tu vois par exemple, bon le liquid glass, on peut en débattre. Moi je pense que tout le monde s'en foutait du liquid glass. Ce qu'on attend de l'iPhone, c'est qu'il y ait une meilleure batterie, c'est que Siri soit au top, c'est que, enfin, on s'en fout que ce soit, voilà. Et toutes les features de personnalisation qu'ils amènent, de tout ça, t'as vraiment l'impression qu'ils sont en train de plier l'échine et de se mettre au pas avec tout le reste de l'industrie versus l'idée l'industrie comme c'était le cas avant quoi. Alors moi j'ai Ouais. le Galaxy Samsung là, Ouais. S24 et ils m'ont installé Gemini. Donc maintenant t'as Gemini au bouton. C'est incroyable. La dernière fois, j'ai réparé la machine. J'avais un bouton rouge sur la machine à café, un truc qui clignotait de maintenance, mais que j'avais pas d'habitude. Et je me suis dit, ah merde, le manuel, tout ça. Et je commence à avoir le réflexe. Caméra Gemini, je filme la machine. Salut Gemini, est-ce que tu reconnais la machine? C'est quoi ce bouton rouge? Qu'est-ce que je fais? Ah, salut, bah, pas de souci. Ah ouais. Il s'agit d'aller enlever le réservoir d'eau, ouvrir cette trappe et nettoyer le machin, tout ça. Et vous verrez, après, le truc partira. Je connais très bien cette machine. C'est la DeLonghi, machin, tout ça. Incroyable. Incroyable. C'est trop Incroyable. fort. T'aurais Incroyable. fait ça avec Siri, il aurait rien capté. Voilà. Ouais, c'est la machine cassée. Ouais. Et là, on était en Corse, tu te balades. C'est quoi cet arbre? Ceci est un eucalyptus. Enfin, c'est incroyable. Je pense que Apple, s'ils sont pas raccord avec ça dans l'année, parce que ça, les gens vont prendre l'habitude. Et ça va commencer à faire partie de leur quotidien. Ça peut aller très vite. Ouais. Si dans un an, Apple n'a pas rattrapé ça, c'est quand même chaud, quoi. Parce que moi, j'ai quand même du mal à croire qu'Apple va être détesté par les gens. Tu vois, il y a tellement même ce truc les messages bleus, tu sais, les messages entre gens qui ont des iPhones, etc. Le iMessage, là. Mine de rien, ça reste fort. Va accoster une gonzesse avec ton message vert. Tu utilises iMessage, toi? Quand même. Moi, je t'avoue que j'utilise pas iMessage. Hein. Mes messages sont sur Signal, sur WhatsApp ou sur Instagram. Hein. Mais toi, t'es barjo, personne n'utilise Signal. Non, mais même hors Signal, tu vois, genre. Signal. Non, mais il y a WhatsApp. Oui, mais objectivement, tout le monde parle sur WhatsApp, tu vois. Un message, tu t'en sers pas. Non, mais les gars, en fait, moi j'ai vécu l'arrivée de l'iPhone. Vous étiez peut-être un poil trop jeune, mais quand l'iPhone arrive, le king c'est BlackBerry. Et le débat faisait rage sur l'avantage de l'iPhone sur le BlackBerry, sur la présence du clavier sur le téléphone. Ouais. Donc si tu veux, tout le monde, t'avais tous les pros et tous les mecs de la City et tous les mecs de la Silicon Valley, qui étaient pas encore au niveau de ce qu'elle est maintenant, mais c'était déjà ultra costaud, faisaient plutôt le pari du BlackBerry parce que c'était le téléphone favori des professionnels puisqu'il y avait un vrai clavier. C'était assez proche du vrai ordinateur. Évidemment, Steve Jobs, lui, il avait eu la vision
de l'interface tactile qui du coup était adaptable puisque chaque application a besoin de sa propre interface et avec un clavier, l'interface elle est figée. Bon, Steve Jobs a eu raison. Mais le sujet c'était quoi? C'était l'interface. Le sujet c'est que iPhone tue BlackBerry en 2 ans en révolutionnant l'UX, l'interface utilisateur-machine. Aujourd'hui, l'interface utilisateur-machine, c'est de parler à ton téléphone. Donc, tu as la même rupture entre l'iPhone et le BlackBerry où tu passes du tactile en oubliant le clavier. Là, tu as toujours le tactile, mais maintenant, il faut absolument que sur un téléphone, tu aies, dans les 2 ans qui viennent pour moi, je parle au téléphone aussi naturellement qu'à quelqu'un. Si Apple l'a pas, pour moi, sur l'iPhone, ils sont BlackBerry dans 2 ans. Si, évidemment, ils ne rattrapent pas ce retard, parce que cet interfaçage avec la machine va devenir la norme. Tu ne pourras pas y échapper. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est là où Google a un avantage énorme, c'est que Google, ils ont à la fois les pixels et Gemini. Oui. Le pixel, c'est fort. Hein. Et les pixels, c'est très fort. C'est très, très fort. Voilà. Franchement, ça me fait de plus en plus rêver. Mais c'est ça, tu vois, je parlais avec mon frère. Bon, il fait des études pour être expert comptable. Ça aide un peu pour gérer la miroiterie. Je vais pas vous mentir. Et il me disait, quand je lui parlais de la bourse, etc., il me dit, bah écoute, intéresse-toi à la matrice BCG, tout ça. Ok, je comprenais rien. Ouais. Et bon, si vous avez un petit moment, allez voir matrice BCG pour analyser une société, ça peut être intéressant. Okay. Mais sinon, il me parlait surtout du cycle de vie d'une entreprise. Ouais. Le cycle de vie d'une entreprise, parce qu'en fait, c'est surtout pas à prendre à la légère quand on investit. Et il me disait, forcément, comme toute entreprise, ça commence par la création. Ensuite, il y a la phase de démarrage, donc je pense les levées de fonds et tutti quanti. Il y a la phase de croissance. Et ensuite, il y a cette longue phase de maturité. Et c'est toujours compliqué quand, par exemple, nous qui investissons dans du... déjà, c'est pas évident de savoir objectivement dans la société dans laquelle tu investis, où est-ce qu'elle se place? Bon, pour du Coca-Cola, c'est rapide, c'est mature, mature, limite déclin peut-être. Mais tu vois, quand tu investis dans du Netflix, est-ce que tu es dans une phase de croissance encore, la réelle croissance comme à l'ancienne, ou est-ce que tu es dans quelque chose qui va se stabiliser, donc rentrer dans une phase de maturité. Et il me disait, c'est vraiment pas à prendre à la légère, parce que la phase après la maturité, c'est soit, il y en a deux, c'est soit le renouvellement, est-ce que Apple va se renouveler ou pas, ou soit la phase de déclin. Il n'y a pas le juste milieu, c'est soit tu meurs au profit d'une autre entreprise qui, elle, aura fait son cycle de vie, qui aura remplacé la précédente entreprise, ou soit c'est le renouvellement. Donc, par exemple, Alphabet était rentré, je pense, dans une phase de maturité. Il y a eu une nouvelle tendance qui est arrivée, l'intelligence artificielle. Elle s'est faite péter en deux. Et on était plus vers le déclin, mais elle a réussi à se renouveler, tu vois. Et le meilleur. Faire ça avec un mastodonte comme ça, faire ça avec un mastodonte comme Google en 2 ans comme ils l'ont fait, franchement incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Et peut-être qu'Apple peut réussir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est tu dis, est-ce que tu joues un peu comme pas un investisseur value, mais est-ce que tu crois en Apple et elle va plus se renouveler que décliner, et auquel cas tu peux quand même faire, je pense, ton petit pack, tu peux faire ton bif si elle arrive à se renouveler, ou est-ce que tu vas investir dans Apple et en fait elle va décliner et tu perdras une grande partie de ton argent, tu vois. Et ça, je me suis posé la question sur plusieurs sociétés que j'ai en portefeuille, et honnêtement ça fait réfléchir, parce que tu vois, par exemple la LVMH, on est clairement dans une phase de maturité. Est-ce qu'on est plus sur du renouvellement ou du déclin? Sachant que LVMH fait quand même de la croissance par rachat externe, pour les conglomérats, c'est différent. Mais c'est vrai que la croissance organique, ça manque carrément. Mais vas-y si tu veux, Mathieu. Alors moi, je suis un spécialiste. Alors, cher Jean, tu as en face de toi quelqu'un qui est propriétaire de Nike avec 30% de plus-value. Je dois être un des seuls sur la planète qui est en plus-value sur Nike.
C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, cette année, je marche un peu sur l'eau. Je te promets, j'ai acheté Ouais. LVMH au creux, le SP500 en capitulation, Nike au creux. J'ai acheté ASTS. Dernière fois qu'on a fait un podcast, j'avais conclu, je vous avais dit, les gars, j'ai une petite société de satellites, faut que je vous en parle. Et j'ai fait 110% depuis, Purée, qui est c'est un Starlink, ça s'appelle ASTS. Et c'est un Starlink qui va te donner de la connexion 5G directement sur ton téléphone portable sans aucune adaptation quelconque. C'est-à-dire que si SFR, Bouygues ou machin décide de contractualiser avec Starlink, tu n'auras plus de zone blanche. Donc évidemment, le premier qui le fera, il aura un marché de fou, donc tout le monde va suivre. Et en fait, j'ai chopé ça sur Twitter, un gars que je suis qui s'appelle Investir en famille. Et il m'a bourré le mou avec STS. J'y suis allé en mode allez, je te fais confiance, je mets un ticket là-dessus. 110%. Et en fait, tout le monde est rentré après. Goldman Sachs, Google. J'ai trouvé un truc sur Twitter où on est rentré avant Wall Street et la Silicon Valley, quoi. C'était complètement délirant. Donc ça, c'était bon. Mais la première position de mon portefeuille. AST Space Mobile, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Okay. Tu as une thèse complète sur Snowball depuis le 1er mars. Si tu... Faut que j'aille voir. La première position de mon portefeuille, c'est British American Tobacco, le tabac, qui est récessif. La fameuse. Qui est récessif de fou. J'ai commencé à rentrer en 2021, donc là on est à 4 ans. Et sur British American Tobacco, en 4 ans, je fais x2. x2 en combinant revalorisation de l'action et versement de dividendes. Donc ça fait quoi ça fait du 15% par an à la louche, grosso modo. Et il n'y a rien de plus récessif que le tabac. Donc moi, mon sujet pour les 70 ans qui viennent, et vous, il vous en reste 90, c'est d'investir dans des business récessifs de qualité. Alors je m'explique, tu as quand même un problème démographique délirant sur la planète. Tu n'as pas le taux de renouvellement de population dans aucune des zones peuplées de la planète, sauf l'Afrique centrale ou la Corne. Même quand tu prends des pays asiatiques ou même le Pakistan, même l'Inde est passée sous le taux de renouvellement, les gars. Ouais. Donc si tu veux, moi je fais pas un pari, ce que tu es en train de voir sur Ricard, c'est-à-dire ces phénomènes de marché récessif, premiumisation, où les mecs augmentent les prix, pour moi tu vas commencer à le voir de plus en plus. Le mass market, en fait, les gens qui vont plutôt miser sur le mass market, ils vont avoir un problème de mass market qui réduit. Alors que ceux qui vont se premiumiser un petit peu, chercher de la niche ou rester sur un truc... et ça, tu peux le faire. Voilà, moi, je l'ai fait dans le tabac. C'est très simple, c'est que à partir du moment où le produit fait partie de cette galaxie de produits qui auront toujours un fond de consommation. Si tu veux, il y a 20% des gens qui croient que la Terre est plate, donc il y a toujours 20% des gens qui fumeront. Donc à partir du moment où tu as un business qui a même l'alcool, ça diminue, mais tu auras toujours des gens... À la thèse d'investissement, tu dis ça à un gestionnaire de portefeuille, même il se remet en cause. Oui, mais oui. Pas con, ouais. Non, mais voilà. Enfin bon, pour tout un tas de raisons, si t'es bon sur tes fondamentaux et sur tes mots, monopole, pérennité, c'est pour ça que j'aime pas trop la tech, parce que, alors comme je vous disais tout à l'heure, maintenant je suis prêt à aller sur de la tech sur 5 ans, parce que je suis prêt à jouer le coup opportuniste, mais ma préférence reste plutôt la constitution d'un portefeuille de long terme qui sera porté sur 70 ans et qui va me rapporter. Et là, moi, je vais faire des choix qui sont sur des business dont on sait tous qu'ils sont récessifs, mais dont les fondamentaux de pérennité, de consumer behavior, avec les mécanismes que je vous avais présentés la dernière fois, où sur plusieurs générations, le plus important, c'est la transmission à la génération d'après. Parce que si les boîtes doivent gagner la génération suivante par la pub, par le marketing, en fait, c'est mort. Et moi, je mise sur les boîtes où tu as une transmission rituelle de la marque, où ça se fait par un bouche à oreille générationnel. Ça, tu l'as chez Coca-Cola, tu l'as chez Ricard, tu l'as dans la ritualisation de la société, tu l'as dans plein de boîtes où
où tu sais que ça va pas coûter cher à la boîte d'être quand même pérenne sur 80 ans. Et après, dans tous les cas, sur 80 ans, vous serez multimillionnaires, les gars. Moi, je vous le dis clair et net. Hein. Vous serez tous les deux à 10 millions d'euros. J'espère bien. Mais vous le saurez. Le gros problème qu'on aura tous, aussi, c'est que le SMIC, il sera à 300 000 balles. Ah oui, bah alors là, effectivement, si tu prends en compte l'inflation, c'est clair Eh que... Ouais. Tu regardes Mad Et je Men, suis la bien curieux de série. savoir. Ouais. Ouais. Termine. Je termine en une phrase. Dans Mad Men, la série qui se passe dans les années 50, ils donnent beaucoup de prix. Le prix de ce qu'ils achètent à McDo, leur salaire, $35 la semaine, le loyer, $50 la semaine à Manhattan, enfin, $50 le mois à Manhattan. L'appart à Manhattan, c'est $35 000. C'était il y a 70 ans, les gars. Donc ça fait sur 70 ans, ça fait fois 100. Hein. Donc voilà, donc on va faire fois 100. Donc si tu achètes du récessif Ricard ou Klopp ou Coca-Cola, tu feras quand même fois 80. Quoi. Mais alors, tu vois, moi, c'est pour ça aussi que j'ai un peu le contre-stratégie, on va dire, de me dire, il y a des marchés qui vont forcément réduire à cause de la baisse de la population mondiale. Et tu vois, pour moi, c'est là où j'ai du mal avec un LVMH, par exemple. Parce qu'en fait, LVMH, si tu le regardes sur plusieurs décennies, si tu regardes entre 2000 et 2010, il n'y avait pas de croissance sur LVMH. Les revenus, ils étaient flat, elles faisaient du 2-3% par an. Bon, c'était pas exceptionnel. Entre 2010 et 2020, c'est là où LVMH a fait toute sa croissance. Pourquoi ? Parce que c'est les années où la classe moyenne chinoise a commencé à consommer en masse du luxe et des produits occidentaux. Mais le problème, c'est que la population chinoise, dans 10 ans, elle sera divisée par 2. Alors, peut-être 10, 20 ans, elle sera divisée par 2. Parce que enfant unique, forcément, ça divise la population par 2, c'est mathématique. Et j'ai du mal à voir d'autres marchés aujourd'hui qui pourraient avoir cet engouement pour le luxe comme l'a eu la Chine. Tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas avec l'Inde. Les Émirats arabes, Dubaï, tout ça, ok, mais c'est un tout petit marché. En vrai, c'est pas un marché comme la Chine. L'Amérique latine, je vois pas non plus. L'Afrique, j'ai beaucoup du mal à y croire dans les 10 prochaines années, en tout cas pour le marché du luxe, tu vois. Donc, tu regardes LVMH objectivement, tu te dis, la croissance qu'ils ont eue dans les années 2010, où est-ce qu'ils vont pouvoir la faire dans les 10 prochaines années ? Et il n'y a pas trop de réponses. En tout cas, pour l'instant, moi, je la vois pas trop. Alors que sur la tech, certes, au premier abord, tu peux te dire que les avantages compétitifs sont plus fragiles, effectivement. C'est un fait. Hein. C'est un fait, mais encore une fois, ça dépend de... Voilà, mais ça dépend de où tu te positionnes dans la tech, parce que en fait, ce qui est dommage avec la tech, c'est que dans la catégorie technologie, t'as tellement de boîtes qui rentrent dedans que tu vois, si tu prends un ASML ou un Google, c'est deux avantages compétitifs qui sont radicalement différents. Et sur les deux, sur Google, t'as énormément d'effets de réseau, notamment avec YouTube, qui est monstrueux, plus Google Search, etc. Et sur ASML, t'as de l'actif intangible et des coûts de changement qui sont aussi monstrueux, et t'as surtout une chaîne d'approvisionnement qui aujourd'hui n'est pas réplicable. Donc en fait, c'est un monopole pendant au moins les 5 à 10 prochaines années, parce que financièrement, en fait, c'est impossible de répliquer la R&D et la chaîne d'approvisionnement qu'a mis en place ASML pour produire ces technologies. Alors, ça peut peut-être se produire dans les 10 prochaines années, peut-être que la Chine va arriver à produire un concurrent, mais ça sera pas en claquant des doigts. Parce que, et c'est ça tu vois, sur l'analyse d'ASML, le problème, entre guillemets, que je vois avec les gens sur les entreprises technologiques, c'est qu'ils disent, oui, la menace chinoise, mais en fait, ça se fait pas en claquant des doigts. On développe pas un logiciel quand on construit des machines de lithographie EUV. C'est plus de 180 000 pièces. C'est une machine qui fait la taille d'un bus. Ça coûte des millions et des millions de R&D. Il faut des miroirs avec une surface plate au 0,25 nanomètres, je crois. C'est genre, tu répliques pas ça comme ça. Je suis d'accord. Moi aussi, j'en ai une. Je suis d'accord. Sur ASML, qui est pas une remarque sur tout ce que tu as dit conceptuellement, je suis d'accord. Mais je fais une remarque sur ASML. Ouais. À un moment donné, j'ai percuté que ASML te dit on est les seuls à faire l'ultra UV machin, et on a 10 ans d'avance, on sera pas. Et du coup, on fait 2 nanomètres de gravure de plus ou de moins que les autres en taille. Ouais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on en a à cirer ?
Si tu fais... Non, mais je me suis dit ça, je me suis dit, mais... alors, si tu m'expliques qu'ASML fabrique une puce utile à l'IA et que les autres ne savent pas faire, donc ils peuvent pas faire de l'IA. Maintenant, si les Chinois, ils font une puce qui a 2 nanomètres de plus au niveau gravure, et du coup, leur putain de hangar, pardon, pour faire un hangar warehouse, là, pour faire du power d'intelligence artificielle, finalement, au lieu de faire 2 stades de foot, il en fait 4, parce que les puces sont plus grosses. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Alors justement, c'est là tout le truc, Voilà. c'est que Moi, ASML, il me manque un truc. ASML, en fait, ils ont le monopole sur la lithographie qui est la gravure d'une puce. Ouais. Donc, tu vois comment est fabriquée une puce, tu as une galette de silicium, tu fous des couches dessus, ensuite tu viens avec le rayon ultraviolet graver le schéma de la puce, puis ensuite tu viens avec d'autres machines enlever les couches, regraver le truc, machin, bref, ça prend plusieurs étapes. C'est des machines, la lithographie qui fonctionne dans le vide total. Donc tu vois, faut pas de poussière, pas de vibration, c'est vraiment un truc... Tu dois ajuster le laser à la femtoseconde pour vraiment avoir un truc... Enfin, c'est monstrueux en fait comme technologie, on se rend pas compte. Et aujourd'hui, les seuls qui sont capables quasiment de graver ces puces, c'est TSMC. Et qui passe par TSMC aujourd'hui, c'est Nvidia et Apple, par exemple, mais tu as aussi Google, tu as aussi AMD, tu as aussi Intel, qui passent par TSMC, qui donc utilisent ces machines d'ASML, et c'est ce qui permet aujourd'hui à Nvidia de tous les 2 ans sortir des architectures qui sont de plus en plus pointues et de plus en plus efficientes, parce que c'est pas tout de faire la puce la plus performante, mais il faut aussi l'efficience en rapport coût-puissance. Parce que ta puce, faut pas qu'elle consomme la quantité d'électricité de la ville de Paris, tu vois. Ton data center, ça a un coût énorme en électricité, il faut qu'il soit efficient, et en même temps, il faut qu'il soit le plus performant possible. Et c'est un peu le principe de la loi de Moore, qui est que tous les 2 ans, tu es censé doubler le nombre de transistors sur une puce. Bon, au final, ça arrive à un plateau, parce que au bout d'un moment, tu peux pas graver au millième de nanomètre, tu vois. Moi, physiquement, t'es limité. J'ai acheté Micron pour ça, on peut en parler après. Ok. Et du coup, en fait, ce qui fait que ASML a un moat incroyable, c'est que dans tous les cas, Nvidia, ils ont leur roadmap. C'est eux qui drivent le marché aujourd'hui. Leur roadmap, elle est calée avec TSMC. TSMC, 20% de leur chiffre d'affaires ou 25%, c'est Nvidia. Ils construisent des chaînes de production exprès pour produire les puces d'Nvidia. Et pour produire ces puces d'Nvidia, ils ont besoin des machines d'ASML et t'as pas d'autre alternative aujourd'hui. Ça me va. Parce que c'était juste une histoire de taille. Pour moi, tu faisais un hangar 2 fois plus gros et tu t'en foutais. Mais je suis là, sur tout ce que tu m'as dit. Mais c'est pas qu'une histoire de taille, parce que la taille permet d'être aussi plus efficient en rapport performance-électricité. Merci pour. Moi, si je peux me permettre, il y a 2 points là-dessus. C'est que la technologie, forcément, je suis investi dans la tech, etc. aussi, parce que forcément, on veut tous avoir une performance en bourse plutôt sympa, et on sait que si tu investis que dans le pétrole, tu vas pas l'avoir. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais CNQ, arrête, c'est trop cher. Dans le pétrole, il faut y travailler. Je suis allé, je te garantis, c'est sympa. Voilà. Et ensuite, en fait, il y a un point. C'est surtout que, tu vois, les puces, etc., je suis pas ingénieur. En fait, quand tu écoutes Wu-Tang, Jensen le Huang. mec d'Envy, ouais, voilà, Jensen Huang, quand tu l'entends parler, c'est le commercial, il peut absolument tout te raconter. Tant que les chiffres à côté lui confirment ce qu'il dit, on comprend rien. Moi, je suis pas ingénieur. 95% des gens qui ont du Nvidia en portefeuille comprennent absolument rien aux puces. J'ai du Amat en portefeuille. Je vais pouvoir t'expliquer les grandes lignes, la répartition de son chiffre d'affaires. Va pas me sortir le pourquoi du comment du silicium, du plutonium, tu vois. Je comprends rien. Et la majorité des gens ne comprennent rien. Oui, là, la tech, etc., tout le monde va avoir des microprocesseurs en portefeuille, mais la vérité, c'est que si le marché, il arrive à diminuer, si Nvidia, ça commence à baisser, ASML, ça commence à baisser, pour X ou Y raison, c'est la technologie, c'est disruptable. Point barre. À partir de là, mon coca que je vais boire, dans 100 ans, il aura le même goût. ASML, dans 100 ans, on ne sait pas. TSMC, on ne sait pas non plus. Oui, ça demande de l'investissement, nanani, nanana, ça demande beaucoup de milliards, etc. Mais c'est disruptable. C'est un modèle qui est disruptable. Actif intangible, c'est disruptable. C'est comme Michael Saylor, tu vois, le mec qui prône le Bitcoin.
tout lui donne raison parce que le Bitcoin, il monte. Mais beaucoup de personnes qui ont du Bitcoin en portefeuille ne comprennent pas la réelle technologie qu'il y a derrière, tu vois. Si le Bitcoin commence à avoir, je sais pas, tu sais pas pourquoi, mais il commence à baisser pendant 4 ans, bah, à mon avis, MicroStrategy, ça va pas valoir le prix actuel. Parce que les gens comprennent pas en fait ce qui se passe derrière et ne comprendront jamais ce qui se passe derrière. Je vais pas passer ma vie à lire des bouquins de physique-chimie pour comprendre ce que fait Amat ou Nvidia. Alors, Là, tout je le te monde achète confie des... une anecdote, genre. Dis-moi. Quand j'avais votre âge, j'ai passé le concours de Normal Sup en sciences physiques et j'ai été reçu. Et je n'y comprends rien Pas non mal. plus. Donc tu peux les lire tant Tu que tu vois. veux, ces bouquins. Il n'y a personne qui capte chibre. Non, mais tu vois, c'est absolument impossible. Donc, moi, j'aime bien investir dans la tech, mais ça pourra jamais devenir une énorme pondération de mon portefeuille, tout simplement parce que je suis plus à l'aise d'investir dans du LVMH que dans du Nvidia. Nvidia, enfin LVMH, dans Ah. 5 ans, c'est sûr que ça existera toujours. Parce qu'il y a 5 ans, je connaissais très bien Louis Vuitton. Il y a 5 ans, je connaissais pas Nvidia. Si, parce que j'avais une super puce GeForce RTX pour jouer à Assassin's Creed. Mais à part ça, je savais pas du tout ce qu'elle fait, tu vois. Et en fait, on connaît pas les ingrédients. Et là, tout le monde y amène à tout parce que voilà, le PDG il a dit ça, les EPS il y a une croissance de 100 000% sur 2 ans, etc. Donc oui, bah forcément tu fais confiance parce qu'il y a les chiffres qui suivent. Mais si les chiffres ne suivent plus, on pourra absolument pas comprendre pourquoi et tout sera dans les mains du PDG qui forcément des fois il peut se tromper, etc. sur ses choix stratégiques ou ça peut se faire disrupter. Et Alors, deuxième point très rapidement, vas-y. deuxième point, c'est que on achète un business que l'on comprend en réalité pas du tout, mais putain, qu'est-ce qu'on l'achète cher? Parce que Nvidia, il n'est pas bradé. ASML, c'est pas bradé. Amat, encore Amat, ça peut aller, mais t'achètes des business chers. Et au Tu vas final, par là, tu comprends pas. LVMH, c'est pas bradé non plus. C'est au prix. C'est pas bradé, mais c'est compréhensible. C'est au prix. Pour moi, c'est au prix. C'est pas bordel. Mais de ce que tu dis, Jean, C'était tout. tu vois, moi je trouve ça limite plus prévisible d'être investi sur la tech. Et attention, parce encore une fois, il y a tech et tech. La tech consumer, B2C, oui, c'est hyper disruptable. La tech, entre guillemets, B2B, pas vraiment, parce que Nvidia, elle vend ses puces à qui? Bon, le mec qui joue comme toi à Assassin's Creed avec sa Nvidia GeForce machin, c'est 10% du chiffre d'affaires. Et encore, même à l'époque, moi pareil, j'ai été un gros gamer de 2012 à 2016. À l'époque, tout le monde le savait. La carte graphique Nvidia, c'était la meilleure. L'AMD, tu la prenais si t'avais pas le choix. Globalement, c'était ça le dilemme. Et grosso modo, qui achète les puces Nvidia aujourd'hui? C'est les Mag 7, c'est du Microsoft, c'est du Google, du Amazon qui balance des milliards et des milliards pour construire des nouveaux data centers. T'écoutes le dernier conf call de Microsoft, ils ont fait 17% de croissance sur Azure. Ils t'annoncent que Copilot c'est utilisé par 65% des entreprises du S&P 500 aujourd'hui. C'est le meilleur lancement de produit qu'ils ont jamais eu. En fait, c'est un truc de malade. L'IA, c'est là que tu t'aperçois que c'est pas une bulle, c'est tangible. Les entreprises l'utilisent, les particuliers l'utilisent. Tu vois, Mathieu a réussi à réparer sa machine à café avec Gemini. Et qu'est-ce qui fait que Mathieu a réussi à réparer sa machine à café avec Gemini? C'est les puces d'Nvidia, c'est TSMC et c'est ASML. Sans ces trois entreprises, il n'y aurait pas de Gemini, il n'y aurait pas de Copilot, il n'y aurait pas d'Azure, il n'y aurait pas de GCP, de Google Cloud Platform, et tu n'aurais pas d'AWS non plus. Et moi, je te pose la question, Jean, qu'est-ce que tu comprends le plus? Est-ce que tu comprends le plus l'IA, que techniquement tu utilises aussi au quotidien, et la technologie, ou la mode et le changement d'habitude de consommation chez les femmes qui vont aller acheter du Louis Vuitton, par exemple? À Pékin. À Pékin. Qui plus est. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Réponse pas facile. Mais moi, je suis d'accord avec Jean. Tu peux pas savoir ce que pense une femme, ça c'est sûr. Mais tu sais que bon, dès que ça brille et dès que ça claque et dès que ça coûte cher, elles seront là pour acheter. Après, vous avez foi dans l'humanité, vous. Ouais.
Non, mais honnêtement, tu vois, les puces, tout ça, moi, j'y comprends rien. Non, mais je suis d'accord. Ce qu'on fait, c'est un jeu. C'est un jeu de paris.